Nous vivons dans une société où l'argent constitue l'épine dorsale de tout. Aucune nation ne peut prospérer sans un système monétaire, et notre qualité de vie en dépend fortement. C'est pourquoi il est extrêmement important de connaître les bases de l'économie pour comprendre les mécanismes de l'argent. Dans son livre Naked Economics, l'auteur Charles Whelan simplifie certaines des théories économiques les plus essentielles, les rendant faciles à comprendre pour vous et moi. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Idée numéro 1, qui nourrit Paris? Cette question rhétorique est souvent posée par les économistes pour mettre en évidence l'étonnante chaîne d'événements qui se produisent quotidiennement pour faire fonctionner notre économie moderne. Par exemple, la quantité parfaite de poissons en provenance du Pacifique Sud se retrouve d'une manière ou d'une autre dans un restaurant parisien haut de gamme. Un marchand de fruits local stocke toujours exactement ce dont ses clients ont besoin chaque matin, offrant du café frais et des mangues juteuses, même si ces articles proviennent d'une douzaine de pays différents. En tant que consommateurs, nous achetons des produits sans nous rendre compte que ce système incroyablement efficace repose sur des milliards de transactions individuelles. Les pêcheurs vendent leurs prises aux distributeurs, les distributeurs transportent et fournissent le poisson aux grossistes, les grossistes livrent le poisson aux restaurants, et les restaurants préparent et nous servent le poisson. Ce processus se répète dans toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité, et tous les pays, formant ce que nous appelons l'économie mondiale. Numéro 2, les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Une vieille anecdote de la guerre froide raconte qu'un fonctionnaire soviétique visite une pharmacie américaine. Il parcourt les allées remplies de remèdes pour tout, de la mauvaise haleine aux infections de l'oreille. C'est impressionnant, dit-il, mais comment puis-je savoir si d'autres magasins ont aussi tous ces articles? En Union soviétique, le gouvernement contrôlait tout, de la quantité de savon qu'une usine pouvait produire, au nombre exact de diplômés en génie électrique. Cela a conduit à des inefficacités, laissant de nombreux magasins dans l'incapacité de répondre aux besoins des clients. En revanche, les États-Unis et de nombreux autres pays s'appuient sur un système de marché libre, dans lequel aucune autorité centrale ne dicte ce qui peut être vendu, ou son prix. Les magasins stockent les produits demandés par les clients, et les fournisseurs créent les biens que les magasins doivent réapprovisionner. Cette approche permet à la demande de dicter la manière dont les ressources sont allouées, afin de maximiser la productivité et l'efficacité. Par exemple, si les restaurants locaux constatent une augmentation de la demande de vin rouge, ils commandent plus de vin. Les distributeurs adaptent leur calendrier de livraison pour répondre à cette demande, tandis que les fabricants augmentent la production de vin, et achètent davantage de raisins aux agriculteurs. L'augmentation de la demande de raisins permet aux agriculteurs d'investir dans de meilleurs équipements, ce qui améliore l'efficacité de la récolte. À leur tour, les fabricants de machines innovent pour construire des machines plus perfectionnées et plus efficaces. Grâce au marché libre, les ressources sont dirigées là où elles sont le plus productives, créant ainsi un système exceptionnellement efficace. Numéro 3, le gène de la richesse. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes peuvent s'offrir des voyages en jet privé, et même des voyages récréatifs dans l'espace. C'est le résultat de la combinaison de l'intérêt personnel naturel et d'un système de marché libre. L'un des principes fondamentaux de l'économie part d'une idée simple. Les gens s'efforcent de s'enrichir le plus possible. En d'autres termes, ils cherchent à maximiser leur utilité. C'est cette motivation inhérente à l'intérêt personnel, qui rend le marché libre si efficace. Chaque fois qu'il y a une demande pour quelque chose, cela crée une opportunité de profit. Selon Whelan, ce phénomène est bénéfique, car il permet aux individus de répondre aux demandes du marché, déchargeant ainsi le gouvernement de cette responsabilité. En conséquence, le marché évolue et s'auto-corrige, générant de la richesse, créant des emplois, et améliorant le niveau de vie des citoyens, en leur fournissant les biens et les services dont ils ont besoin. Toutefois, cette focalisation innée sur l'intérêt personnel présente des inconvénients. Le problème mandant-mandataire survient lorsque les objectifs du mandant, une société, une entreprise, ou un gouvernement, ne sont pas alignés sur ceux du mandataire, un individu. La crise financière de 2008 en est un exemple majeur. Des programmes d'incitation agressifs ont conduit les banquiers d'affaires à tirer profit d'investissements risqués dans les subprimes,
tout en laissant leurs entreprises faire face aux retombées, et c'est finalement le gouvernement américain qui a dû gérer l'après-crise. Un autre problème est celui des ressources communes, qui se pose lorsque les incitations individuelles entrent en conflit avec le bien collectif. Les ressources communes, comme le poisson dans l'océan, sont partagées, mais ne sont pas possédées. S'il est dans l'intérêt de tous les pêcheurs de limiter leur prise quotidienne afin de préserver les populations de poissons, il est dans l'intérêt de chacun d'entre eux d'en capturer le plus possible avant les autres, ce qui épuise les ressources, et nuit à l'environnement pour tout le monde. Malgré ces imperfections, Whelan affirme que le capitalisme et le système du marché libre restent la meilleure option disponible. Aucun autre système ne favorise le même niveau d'efficacité et d'innovation. Mais il existe un élément essentiel qui empêche le marché libre de s'autodétruire. Numéro 4, gouvernement ou anarchie. Les êtres humains donnent naturellement la priorité à leurs propres besoins, plutôt qu'à ceux des autres. En l'absence de réglementation, les marchés s'effondrent souvent sous leur propre poids, comme on l'a vu dans l'économie du Nigeria, où même les opérations commerciales de base sont devenues coûteuses et difficiles. Bien qu'il dispose de réserves de pétrole et de gaz naturel parmi les plus importantes au monde, le Nigeria n'a pas réussi à atteindre une prospérité économique significative, en raison de la faiblesse de son gouvernement. Les gouvernements jouent un rôle crucial dans la création de l'infrastructure qui permet au marché libre de fonctionner efficacement, et à la société de prospérer. Ils y parviennent en protégeant les droits de propriété, en construisant des infrastructures publiques, et en aidant les personnes dans le besoin. Imaginez que vous êtes un innovateur qui met au point une technologie révolutionnaire, mais que quelqu'un d'autre la vole et profite de votre invention. Sans loi protégeant la propriété intellectuelle, il n'y aurait guère de motivation pour créer ou innover, car n'importe qui pourrait s'attribuer le mérite de votre travail. Pour générer de la valeur économique, les idées et la propriété doivent être protégées, ce qui favorise les incitations nécessaires au fonctionnement d'un marché libre. Considérons maintenant un scénario dans lequel il n'existe pas de gouvernement pour construire des routes. Une épicerie décide de financer la construction d'une route pour ses camions de livraison, et pour améliorer l'accès des clients. Au début, cela semble bénéfique, jusqu'à ce que d'autres magasins commencent à utiliser la route, sans contribuer à son coût. Quel est le problème? Le magasin qui a payé pour la construction de la route subit un désavantage concurrentiel, car les autres profitent des avantages, sans partager les dépenses. Par conséquent, les entreprises ne seraient guère incitées à construire des routes, ce qui serait préjudiciable à la fois aux citoyens et aux entreprises. Une route financée par l'État et payée par les impôts est la solution la plus équitable à ce problème. Prenons l'exemple de l'Angola, un pays riche en pétrole et en diamants. Au lieu de favoriser la prospérité économique, cette richesse a alimenté plus d'une décennie de guerre civile. Dans un marché libre, il est inévitable que certains individus accumulent de grandes richesses, tandis que d'autres luttent. Les gouvernements ont la responsabilité de créer des filets de sécurité pour donner à ceux qui luttent une chance d'améliorer leur vie. Ce faisant, ils contribuent à maintenir la prospérité du marché libre, et empêchent la société de sombrer dans le conflit. Toutefois, la répartition des richesses relève davantage de la philosophie que de l'économie. Par exemple, une augmentation des impôts visant à aider les plus pauvres serait-elle plus efficace qu'une stimulation de la croissance économique, qui pourrait relever le seuil de pauvreté et améliorer les conditions de vie de tous? Il s'agit en fin de compte d'une question d'opinion plutôt que d'analyse économique. Mais j'aimerais bien connaître votre avis. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 5, le capital humain. Imaginez que vous essayez de prédire quel groupe créerait une meilleure économie. D'un côté, il y a 50 personnes très instruites, des ingénieurs en structure, des ingénieurs chimistes, des médecins, des scientifiques, des développeurs de logiciels, et des ingénieurs agronomes. De l'autre côté, il y a 50 personnes ayant un niveau d'éducation minimal. Les deux groupes disposent des mêmes ressources. À votre avis, quel groupe construirait une économie plus efficace? Le capital humain est la combinaison des caractéristiques qui vous rendent précieux et commercialisables, notamment votre éducation, votre intelligence, votre expérience professionnelle, et vos aptitudes physiques. Les économistes estiment que le capital humain est à l'origine d'environ 75% de l'économie actuelle, dépassant de loin les ressources physiques telles que le pétrole ou l'acier. Il existe un lien étroit entre le capital humain et la prospérité économique dans la plupart des pays, mais ce n'est pas toujours le cas pour les nations riches en ressources naturelles. L'Angleterre et le Japon, par exemple, possèdent des niveaux élevés de capital humain, et se classent parmi les pays les plus riches du monde. En revanche, le Nigeria dispose de vastes réserves pétrolières,
mais se débat avec un niveau de vie comparativement plus bas, en grande partie à cause d'un capital humain moins développé dans des domaines tels que l'éducation et la formation professionnelle. En fin de compte, le capital humain est la clé non seulement de la réussite économique d'un pays, mais aussi de votre propre croissance financière. Numéro 6. Comment s'enrichir grâce au marché financier? Il y a plusieurs siècles, les économies reposaient sur l'échange de biens et de services. Puis, l'argent est apparu, facilitant l'achat, la vente et le stockage de la valeur. Aujourd'hui, les marchés financiers sont conçus pour gérer et déplacer l'argent. La complexité des marchés financiers actuels est stupéfiante. Outre les actions et les obligations, nous avons des options, des contrats à terme, des options sur contrats à terme, des swaps de taux d'intérêt, des swaps de défaut de crédit, et bien d'autres choses encore. Malgré cette complexité, tous les instruments financiers, aussi complexes soient-ils, reposent sur 4 principes économiques simples. Collecter de l'argent, stocker et protéger l'argent excédentaire, s'assurer contre le risque, et permettre la spéculation. Le marché boursier est souvent considéré comme un moyen de s'enrichir rapidement, mais M. Whelan estime que cette perception est trompeuse. S'il est vrai que certaines personnes peuvent s'enrichir rapidement sur le marché, la réalité est que la plupart des stratégies d'argent rapide échouent pour 2 raisons principales. Premièrement, toutes les informations sur les actions sont publiques. Il est peu probable que vous en sachiez plus sur une action que les autres investisseurs. Pour gagner de l'argent, vous devez trouver une action sous-évaluée que personne n'a repérée, mais dans un monde où des millions d'investisseurs scrutent constamment le marché, il est rare que quelque chose passe inaperçu. Vous n'êtes pas seulement en concurrence avec d'autres investisseurs, mais aussi avec des super-ordinateurs conçus pour repérer les déséquilibres de prix. Si vous possédez des informations que le public ne possède pas et que vous les utilisez, cela s'appelle un délit d'initié, et c'est illégal. Deuxièmement, les gens sous-évaluent rarement leurs actions. Lorsque vous achetez une action, vous pensez qu'elle a de la valeur, mais c'est aussi le cas de tous les autres détenteurs. Par conséquent, le prix de l'action reflète la valeur que le marché attribue à l'entreprise, ce qui signifie que le prix de l'action peut déjà être aligné sur sa valeur intrinsèque, ou lui être supérieur. Il devient donc difficile de trouver une bonne affaire. Au lieu d'essayer de s'enrichir rapidement, ce qui est difficile et comporte des risques élevés de perte d'argent, Whelan propose quelques lignes directrices essentielles pour qu'un investissement boursier réussisse. Tout d'abord, les récompenses élevées s'accompagnent de risques élevés. Les entreprises plus instables attirent souvent les investisseurs en leur promettant des rendements plus élevés, mais le risque de perdre cet investissement est également plus élevé. Les entreprises bien établies et les gouvernements offrent généralement des rendements plus faibles, mais ils ont tendance à être beaucoup plus sûrs. Deuxièmement, diversifiez vos placements. Le marché connaît des fluctuations et des cycles imprévisibles. Pour vous protéger de la volatilité du marché, diversifiez vos actifs dans différents secteurs. Cette stratégie réduit l'impact des fluctuations d'un seul actif. Les fonds indiciels constituent un excellent choix pour la diversification. Troisièmement, investissez à long terme. À la base, investir signifie fournir un capital à quelqu'un pour qu'il l'utilise de manière productive, et vous devez être rémunéré pour cela. Plus vous conservez un actif longtemps, plus il a de chances de fructifier, même après des baisses de valeur occasionnelles. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.